Bonjour. En parallèle avec le cours d'électronique, on va commencer dans cette 11e vidéo le cours de chimie de la deuxième année MP. Dans le programme de cette année, on a essentiellement deux parties, la thermodynamique chimique et l'électrochimie. On commence donc la première partie avec le premier chapitre, grandeur de réaction. Dans cette vidéo, on va définir l'avancement d'une réaction et on va voir les différentes chaleurs de réaction, puis on corrigera un exercice sur la mesure d'une chaleur de réaction. Bismillahirrahmanirrahim. On commence notre premier chapitre de chimie, les grandeurs de réaction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le grand 1, avancement et chaleur de réaction. On va commencer par définir l'avancement de réaction. On va faire ça sur l'exemple de la réaction de synthèse de l'ammoniac, N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. À l'état initial, on mélange par exemple 3 moles d'azote, 7 moles d'hydrogène et pas d'ammoniac. À un instant T1 où il ne reste que 2 moles d'azote, combien va-t-il y avoir d'hydrogène et d'ammoniac? À cet instant T1, puisqu'il ne reste que 2 moles d'azote alors qu'il y en avait 3 moles, ça veut dire qu'une mole a disparu. Et d'après la réaction, ça veut dire qu'une mole d'azote réagit avec 3 moles d'hydrogène. Donc il va y avoir ici disparition de 3 moles d'hydrogène. Et puisqu'il y en avait 7 moles, donc il va rester 4 moles à cet instant T1. Et toujours d'après la réaction, lorsqu'il y a disparition d'une mole d'azote, il va y avoir apparition de 2 moles d'ammoniac. Donc là, il va y avoir 2 moles d'ammoniac. On remarque que l'on a le rapport suivant, qui est le même pour tous les constituants. La quantité qui a disparu d'azote, 3 moins 2, sur le coefficient stoichiométrique correspondant à l'azote, est égale à 1 mole, qui est le même pour la quantité qui a disparu d'hydrogène, 7 moins 4, divisé par le coefficient stoichiométrique 3, est égal à la quantité qui est apparue d'ammoniac, divisé par le coefficient stoichiométrique correspondant à l'ammoniac. Et c'est ce rapport qu'on appelle l'avancement. Mais avant de le définir complètement, on va voir d'abord un instant T2 lorsqu'il reste uniquement 1,5 mol d'azote. Ici, on a disparition de 1,5 mol. Donc là, il va y avoir disparition de 3 fois 1,5 mol d'hydrogène. Donc, puisqu'on avait 7, 3 fois 1,5, c'est 4,5. 7 moins 4,5, il va rester alors 2,5 ici mol. Et il va y avoir apparition de 2 fois la quantité qui a disparu d'azote, c'est-à-dire 1,5 fois 2 est égal à 3 moles. Et la même chose ici, on va avoir le rapport qui est le même pour tous les constituants. La quantité qui a disparu d'azote divisée par le coefficient stoichiométrique d'azote est égale à la quantité qui a disparu d'hydrogène divisée par le coefficient stoichiométrique d'hydrogène est égale à la quantité qui est apparue d'ammoniac divisée par le coefficient stoichiométrique d'ammoniac, c'est-à-dire 1,5 mol. Ce rapport exprime que les quantités apparues ou disparues sont proportionnelles au coefficient stoichiométrique. C'est ce qu'on appelle l'avancement de réaction. On le note comme ça, xi. Alors pour trouver une expression générale pour cet avancement xi, on va faire une généralisation. On va considérer pour cela un système fermé dans lequel se déroule la réaction d'équation bilan alpha 1 A1 plus alpha 2 A2 qui donne alpha 3 A3 plus alpha 4 A4. On peut bien sûr avoir plus de 2 corps à droite ou à gauche ou un seul corps, c'est pas grave, ça ne change rien au résultat. On va considérer l'état initial constitué par les quantités qu'on va noter N01, N02, etc. Et à l'instant T, on va noter les quantités N1, N2, N3, etc. L'avancement de réaction à l'instant T est donc xi de T est égal à la quantité qui a réagi de A1 sur son coefficient stoichiométrique alpha 1, la quantité qui a réagi de A2 sur son coefficient stoichiométrique alpha 2, la quantité qui est apparue de A3 sur le coefficient stoichiométrique alpha 3 est égale aussi à la quantité qui est apparue de A4 sur le coefficient stoichiométrique alpha 4. Alors pour écrire une seule expression pour n'importe quel constituant, on va noter les coefficients stoichiométriques nu i
Nu comme alpha, bêta, c'est une lettre grecque aussi. Nu I, le I ça veut dire le constituant AI. Ça peut être A1, A2, A3, etc. Avec nu I considéré positif pour les produits, c'est-à-dire les corps qui sont situés à droite, ici A3 ou A4. Et nu I considéré négatif pour les réactifs, c'est-à-dire les constituants qui sont situés à gauche, ici A1 ou A2. Donc de façon générale, on va avoir que xi de t est égal à ni moins n0i sur ni. Si on prend le constituant A4 par exemple, puisqu'il est situé à droite, le nu4 va être égal à alpha 4, puisque les alpha i sont tous positifs. On va donc avoir que xi est égal à n4 moins n04 sur alpha 4. C'est bien ce qu'on a écrit ici. Si on prend par exemple A1, alors comme il est situé à gauche, le nu1 va être égal à moins alpha 1. Et comme ça, on va avoir pour xi n1 moins n01 sur moins alpha 1, ce qui va donner n01 moins n1 sur alpha 1, ce qu'on a bien écrit ici. Voilà. Donc cette expression est valable pour tout le monde et c'est l'expression générale pour l'avancement xi de t. Notez que les coefficients nu-i n'ont pas de dimension, ce sont juste des nombres sans dimension, sans unité. Donc, puisqu'on a ici une quantité de matière sur un nombre sans dimension, le xi va s'exprimer en mol. Il faut noter aussi que xi est algébrique, il peut être positif ou négatif. Si xi est positif, d'après son expression, si on prend par exemple A3, nu3 c'est alpha 3, et donc on va avoir si xi est positif, ça veut dire que n3 est supérieur à n03. Ça veut dire qu'au cours de la réaction, le A3 a été formé, sa quantité a augmenté. Alors la réaction a avancé dans le sens direct. Si par contre le xi est négatif, si on prend toujours le A3, xi négatif, ça veut dire que n3 est inférieur à n03. Donc la quantité de A3 a diminué, ça veut dire que la réaction s'est déroulée de la droite vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens inverse. On dit qu'un mélange est fait dans les proportions stoichiométriques si les quantités n0i sont proportionnelles aux coefficients stoichiométriques. Par exemple, si on prend toujours la réaction de synthèse de l'ammoniac, si à l'état initial on mélange 2 moles d'azote et 6 moles d'hydrogène, ce mélange est fait dans les coefficients stoichiométriques. Par contre, ce mélange n'est pas dans les coefficients stoichiométriques parce que pour faire réagir 3 moles, il faut ici 3 fois 3, ça veut dire 9 moles. Alors ici, lorsque le mélange n'est pas fait dans les coefficients stoichiométriques, il y a un corps qui est en excès. Malgré que la quantité de N2 est inférieure à la quantité d'hydrogène, c'est l'azote qui est mélangé en excès. Parce que pour faire réagir les 7 moles d'hydrogène, il suffit d'avoir ici 7 sur 3, c'est-à-dire 2,33 moles d'azote. Et l'hydrogène est en défaut parce que pour faire réagir les 3 moles d'azote, il faut 9 moles d'hydrogène. Donc pour ce mélange-là, le N2 est en excès et le H2 est en défaut. Autre chose, on dit qu'une réaction est totale, ou bien on dit parfois aussi quantitative, si à un moment donné, l'un au moins des constituants disparaît complètement. C'est le corps en défaut qui va disparaître complètement lorsque la réaction est totale. Par contre, si le mélange est fait dans les proportions stoichiométriques, tous les corps vont disparaître en même temps. Par contre, une réaction est dite limitée si aucun des réactifs ne disparaît complètement, quel que soit le temps donné à la réaction. Ceci peut arriver lorsque les deux réactions dans le sens direct et dans le sens inverse sont possibles dans les mêmes conditions. Donc les deux réactions vont se faire simultanément et jamais aucun des réactifs ne va disparaître complètement. Il va arriver un moment où le système va se stabiliser, c'est-à-dire tous les constituants vont avoir des quantités constantes. On dit que l'on est arrivé à un équilibre chimique. On passe maintenant à petit 2, chaleur de réaction. Au cours de l'évolution d'une réaction chimique, le milieu réactionnel est le siège du phénomène thermique. En effet, au cours d'une réaction chimique, il y a cassure de liaison et formation d'autres liaisons. La cassure demande l'apport d'énergie de l'extérieur et la formation d'une liaison chimique dégage de la chaleur vers le milieu extérieur.
Si on prend comme exemple la réaction qu'on vient de voir, c'est-à-dire la synthèse de l'ammoniac, pour N2, on a une triple liaison entre les deux atomes d'azote. Ça, c'est la représentation de Lewis de la molécule N2. Ici, on a les 3 H2 et ici les 2 NH3. Donc, au cours de cette réaction chimique, on a cassure de la triple liaison et des 3 liaisons HH et la formation de 6 liaisons NH. Donc, la réaction peut soit dégager de la chaleur vers l'extérieur, soit absorber de la chaleur du milieu extérieur. On dit que la réaction est exothermique si elle dégage la chaleur vers l'extérieur. Un exemple que vous connaissez tous, c'est la combustion du butane. C'est la réaction que vous utilisez dans la cuisine pour cuire les aliments. Justement parce que cette réaction est exothermique. Une réaction est dite endothermique lorsqu'elle absorbe de la chaleur du milieu extérieur. Par contre, une réaction est dite athermique s'il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. C'est-à-dire la réaction n'est ni endothermique ni exothermique. On va maintenant réaliser une transformation d'un système qui est emprisonné dans un cylindre à l'aide d'un piston. Les parois sont supposées non adiabatiques, c'est-à-dire qu'elles se laissent traverser par la chaleur. Donc il peut y avoir échange de la chaleur avec le milieu extérieur. Et les variables d'état qui caractérisent le système, c'est le volume, la pression et la température. On va faire quelques hypothèses. C'est que dans le milieu réactionnel, il ne se fait qu'une seule réaction, qu'on note par exemple comme ça. Deuxième hypothèse, c'est que le piston peut se déplacer sans frottement avec les parois. Et la troisième hypothèse, c'est que la température reste constante au cours de la transformation, à cause des échanges de chaleur à travers les parois diathermales, c'est-à-dire des parois non adiabatiques. Si par exemple la réaction est exothermique, elle va dégager de la chaleur dans le système, donc la température a tendance à augmenter, et puisque les parois sont non adiabatiques, ils vont laisser passer la chaleur du système vers le milieu extérieur, ce qui fait que la température va revenir à sa valeur initiale. Donc le milieu extérieur va imposer sa température. Quand le système évolue de l'état initial caractérisé par xi est égal à 0, avancement nul, à l'état final caractérisé par xi différent de 0, d'après le premier principe de la thermodynamique, on a delta U est égal à W plus Q, avec Q la chaleur échangée avec le milieu extérieur, et W le travail mécanique échangé avec le milieu extérieur. Avec, pour une transformation élémentaire, delta W est égal à moins P de V, la formule que vous connaissez. Alors pour effectuer cette transformation, on a deux possibilités. Soit on fait la réaction à volume constant, c'est-à-dire que le piston est bloqué avec des cales, donc le volume reste constant au cours de la transformation. Dans ce cas, la chaleur échangée avec le milieu extérieur est notée QV. Puisque V est égale constante, dV est égal à 0, et donc delta W est égal à 0. Et par conséquent, le travail mécanique est égal à 0. Et donc, d'après le premier principe, delta U va être égal à QV. Donc, dans le cas où la réaction se fait à volume constant, la chaleur échangée notée QV est égale à la variation de l'énergie interne. Cette chaleur QV est algébrique, elle peut être positive ou négative. Si par exemple la réaction est exothermique, elle dégage la chaleur, donc la température va avoir tendance à augmenter. Et puisque les parois sont diathermales, elles laissent passer la chaleur, donc de la chaleur va être dégagée vers le milieu extérieur pour ramener la température à sa valeur initiale. Et par conséquent, le milieu va perdre de la chaleur, donc QV va être négative. Donc QV est négative si la réaction est exothermique, elle va être positive dans le cas d'une réaction endothermique qui absorbe la chaleur, et bien sûr QV est égal à 0 dans le cas d'une réaction athermique. Si la réaction maintenant se fait à pression constante, le piston est libéré, il n'y a plus de cale, donc il peut se déplacer librement. On a P égale P0, la pression à l'extérieur, plus mg sur S, avec m la masse du piston, et donc mg c'est le poids du piston, divisé par la section, c'est-à-dire la surface du piston. On peut donc changer la pression imposée au système en ajoutant par exemple des masses marquées sur le piston. La chaleur échangée dans ce cas est notée QP maintenant. On a ici, puisque P est une constante, W est égal à moins P delta V. On a ici, d'après le premier principe, delta U est égal à QP, la chaleur échangée avec le milieu extérieur, plus W, c'est-à-dire moins P delta V.
Et puisque P est une constante, on va avoir donc QP est égal à delta de U plus PV. Or, vous savez que U plus PV est une fonction d'état appelée enthalpie du système. On a donc finalement QP, la chaleur échangée à pression constante, est égale à delta H. On va chercher maintenant une relation entre QP et QV. En utilisant l'expression de l'enthalpie H qui est égale à U plus PV, on a donc delta H est égal à delta U plus delta PV. Et en considérant les gaz comme parfaits, on a la formule PV est égale N gaz, c'est-à-dire la somme des quantités de matière de tous les gaz dans le système fois RT. Et comme T est une constante, on a donc delta PV est égal à delta N gaz multiplié par RT, c'est-à-dire la variation de la quantité de matière au cours de la transformation multiplié par RT. D'où la formule QP qui est égale à delta H est égal à QV qui est égal à delta U plus delta N gaz fois RT. Remarque, souvent le terme delta N gaz fois RT est négligeable devant ces deux termes-là, QP et QV. Et donc on a généralement QP à peu près égal à QV. Alors finalement, on termine avec un exercice qui est le suivant. On fait passer un courant électrique I est égal à 4,8 ampères sous une tension de 6 volts pendant une durée delta T est égale à 49 secondes dans une résistance R placée dans un calorimètre adiabatique. On peut imaginer le système comme ça. Donc ça c'est le calorimètre. Il a une double cloison pour avoir une paroi adiabatique. C'est par exemple le thermos que vous connaissez chez vous. Donc on a placé la résistance à l'intérieur, R, et on fait passer le courant électrique. Par effet Joule, la résistance va dégager de la chaleur. Et donc, puisque les parois sont adiabatiques, cette chaleur va servir à élever la température. À l'aide du thermomètre qui est là, on mesure delta T est égal à 2,2 Kelvin. On vous demande de calculer la capacité thermique C du calorimètre. Alors, comme deuxième question, on réalise dans ce calorimètre l'oxydation d'une masse M0 est égale à 417,6 mg de glucose de formule C6H12O6 en CO2 gaz et H2O liquide. Suite à cette réaction-là, on mesure delta T est égal à 10,1 Kelvin. On vous demande de calculer la chaleur dégagée et en déduire la chaleur molaire de réaction à pression constante. Alors on passe au corrigé. La chaleur dégagée par effet Joule dans la résistance R est, comme vous le savez, la puissance multipliée par le temps. Donc la puissance ici, c'est la tension U multipliée par I multipliée par delta T. Donc Q est égal à P delta T, c'est-à-dire UI delta T. Puisque le calorimètre est adiabatique, c'est-à-dire la chaleur n'est pas dégagée vers l'extérieur, toute cette chaleur Q va chauffer le calorimètre de delta T, tel que Q est égal à C fois delta T. D'où C est égal donc cette chaleur Q qui est égale à UI delta T divisé par delta grand T. Alors, comme application numérique, on trouve 641,2 joules Kelvin moins 1. Puisque les données de l'énoncé sont les suivantes, toutes ces données sont à deux chiffres significatifs seulement. Donc il faut donner un résultat avec deux chiffres significatifs uniquement. Donc il faut arrondir le chiffre et donner le résultat à deux chiffres significatifs seulement. 6,4 10-2 joules Kelvin moins 1. Pour la deuxième question, on va d'abord écrire la réaction d'oxydation du glucose. C6H12O6, son oxydation, c'est sa réaction avec l'oxygène O2 gaz, qui va donner, d'après l'énoncé, CO2 gaz et H2O liquide. Alors pour équilibrer cette réaction, puisqu'on a ici C6, donc 6 atomes de carbone, il faut mettre ici un 6. Et puisqu'on a H12, donc il faut mettre ici un 6 aussi. Ce qui fait qu'on va avoir ici aussi un 6. Donc la réaction équilibrée est la suivante. La chaleur dégagée par la réaction et en valeur absolue, c'est C delta T. Donc on va utiliser le C de la première question puisque c'est le même calorimètre. Alors on a N0, la quantité de matière de glucose qu'on a utilisée, c'est sa masse M0 divisée par la masse molaire. La masse molaire du glucose, c'est 6 fois la masse molaire du carbone qui était 12, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est égale à 1, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène qui est égale à 16. Donc on a comme quantité de matière
c'est la valeur qu'on a donnée dans l'énoncé, 417,6 mg. Il faut la transformer en grammes. Donc c'est 0,4176 divisé par la masse molaire en grammes aussi. Le résultat est donc 2,32 10 puissance moins 3 mol. La chaleur molaire de réaction à pression constante est donc la chaleur dégagée divisée par la quantité de matière. Puisque la réaction est exothermique car la température a augmenté, donc elle est négative, d'où le résultat, moins 2,8 mégajoules mol moins 1. Méga, ça veut dire 10 puissance 6. Donc, comme vous le remarquez, c'est une réaction qui est très exothermique. C'est justement cette réaction qui est utilisée dans le métabolisme de l'organisme pour garder sa température à 37 degrés Celsius. Une deuxième remarque, c'est que pour cette réaction, on a QP est égal à QV. Car delta N gaz ici, c'est 0. Parce qu'on a même coefficient stoichiométrique pour l'oxygène et pour le CO2. Donc elle fait apparaître autant de gaz CO2 qu'elle fait disparaître de O2. Donc il n'y a pas de variation de la quantité de matière de gaz. Delta N gaz est égal à 0. Voilà, on a terminé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas de faire un like et de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de commenter. Merci de votre attention et à la prochaine.